commençons cette émission du lundi de la mi-journée par la question des émergents et donc de la Chine. Et c'est Irina Topasseri à mes côtés, je le disais, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bonjour. On parle de la Chine à chaque fois avec vous, c'est l'éléphant dans la pièce, dans la sphère émergente, bien sûr. J'essaye à chaque fois de trouver un angle un peu différent pour poser la problématique chinoise, qui reste finalement la même, Irina. Et je m'en réfère donc aux indicateurs de marché. Je prenais pour référence le 10 ans chinois, 2,43% en fin de semaine dernière. C'est un plus bas qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans. Depuis 2002, et je ne parle même pas des marchés boursiers, j'ai regardé la performance du MSCI China qui a été créé en 1992. Sur cette période-là, 92 à aujourd'hui, le MSCI China est négatif. Oui, c'est assez parlant en fait de la situation aujourd'hui assez compliquée dans laquelle la Chine se retrouve, et probablement pour la première fois cycliquement et structurellement en tandem. Donc c'est peut-être ça qui explique beaucoup de ces mouvements. Ce qui est très désolant, c'est de voir qu'en fait tout ça se passe sous un fond de soutien de politique économique. En fait, la Banque centrale n'arrête pas de faire des injections de liquidités. Même elle a demandé aux sociétés d'État, la société étatique, d'acheter des actions, d'enrayer la baisse des prix. Et malgré tout ça, ça saigne en fait sur les marchés. Alors certainement, on va revenir. Malheureusement, c'est le même point en fait. On est revenu à la case zéro. C'est toujours et encore ce secteur immobilier dont on a toujours du mal à comprendre l'effet tentaculaire, si vous voulez, sur tout ce qui est confiance, capacité d'investir, de se projeter dans le futur. On rappelle toujours que ça fait 60% de la richesse des ménages chinois qui est là-dedans. Malgré les marchés qui baissent, on ne voit pas un intérêt du retail chinois pour aller investir là-dedans. Tout ça, ce n'est que le miroir de la même maladie, si vous voulez. Une situation dont l'administration s'est bien emparée. Enfin, il y a quand même énormément de desserrage de réglementation qui s'opèrent alors qu'on parle tous les jours, il y a quelques mesures en plus. Est-ce un peu trop tard? Est-ce pas suffisant? C'est peut-être ça où on va aller chercher le point de changement pour l'instant. Le marché en attend plus. Le marché attend plus. Le narratif de dire on apportera des mesures de soutien mais pas de stimulus, c'est quelque chose que le marché rejette pour l'instant. Tout à fait. Pour l'instant, on sent qu'ils veulent presque pousser à plus. Et pour l'instant, on n'entend pas, c'est pas entendu de la même oreille. Donc, c'est assez clair, aujourd'hui en tout cas dans l'état des choses, que l'administration chinoise ne souhaite pas faire un stimulus massif tel qu'elle a fait par le passé, puisque c'est ce même stimulus aujourd'hui, elle en fait la lecture des déséquilibres qu'elle doit résorber actuellement. Donc, elle ne veut pas accroître ces déséquilibres. Au contraire, elle essaie justement de les résorber, mais tout en faisant du micromanagement maintenant, afin que ça ne parte pas complètement dans le décor. Donc, c'est assez compliqué sur le secteur immobilier. Les choses se font, mais peut-être pas à l'allure à laquelle on souhaiterait résoudre les problèmes. Dans quelle mesure est-ce que la Chine a encore besoin du reste du monde, Irina? Je regardais ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est pas les flux de marché, c'est pas les flux financiers. C'est vraiment les investissements qui sont menés par le reste du monde en Chine. Et quand on regarde la séquence, je voyais qu'en 2021, on était quand même sur un climax, près de 350 milliards nets en dollars d'investissements directs étrangers venant du reste du monde en Chine. 2 ans après, en 2023, on est tombé quasiment à zéro. Oui, il y a plusieurs choses. Je dirais la première, quand vous regardez hors Chine, mondialement parlant, les investissements directs étrangers se sont abaissés dans le monde entier. Mais j'avais remarqué le chiffre, c'est de l'ordre de 30%. Donc c'est significatif. Bon, la Chine, c'est une catastrophe. Il y a une baisse générale, vous dites, des FDI, comme on dit, parce qu'on était sur 2 années avec pandémie, géopolitiquement instable, des guerres qui émanent, etc. Donc en fait, en général, c'est un cadre assez propice à ce qu'on réfléchisse, on pondère un peu les investissements directs étrangers. Après, il y a un deuxième point. C'est une évidence que la Chine en pâtit un peu plus, mais c'est normal puisqu'on vient de dire que la situation n'est pas rose. Mais c'est peut-être pas si catastrophique, ces premiers chiffres le disent. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 séries. Alors, celle dont tu fais allusion très bien, c'est celle qu'on utilise tous parce qu'on peut comparer avec les autres. C'est les chiffres typiquement qui sont utilisés par le FMI. Exactement. Donc, c'est la balance des paiements, c'est un peu, pour comparer, c'est un peu la base. Par contre, il y a plein de détails là-dedans
qu'on n'attrape pas. Et en Chine, il y a un nombre de petites spécificités qui font qu'il y a plein d'investissements, d'abord fantômes. Bon, ça existe dans le monde entier, donc les îles Vierges, les îles Caïmans, ça existe. Il y a aussi d'autres choses qui s'est passé avec, par rapport à ton point tout à l'heure, que les taux obligataires, enfin donc les taux d'intérêt sont très bas. On voit par exemple actuellement des multinationales qui émettent des obligations localement pour profiter d'un financement plutôt faible. Et ça rentre pas dans les investissements directs étrangers. Mais ça vient financer quand même donc, de la croissance ou du capex et des capacités en Chine. Alors peut-être c'est pas... Voilà. Mais ça ne rentre pas dans ces chiffres-là. Après, vous avez toutes les multinationales, parce que la question de base, quand on regarde ce chiffre-là tout particulièrement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une fuite on sort de Chine. En fait, les internationaux, aujourd'hui, laisseraient tomber la Chine pour des craintes géopolitiques ou bien structurelles ou conjoncturelles. Généralement, c'est soit structurel, soit géopolitique, donc ils sont aussi structurels, mais pas conjoncturel, on ne fait pas de la... Et en fait, on ne manage pas ce genre d'investissement à la petite semaine en fonction d'un microcycle économique. C'est des vues plutôt longues, etc., qui sont déboursées sur... Et en fait, on ne peut pas répondre tant que ça parce que les multinationales, par exemple, n'ont pas fait de réinvestissement de leurs bénéfices. Typiquement cette période-là, ce qui a du sens, et en même temps, pareil, ça vient dégréver du flux d'investissement. Donc en fait, il y a un nombre de petites choses comme ça peut-être qui viendraient atténuer cette image qui est assez abyssale. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, on est dans un déclin des investissements directs étrangers en Chine. Et puis le dernier point qui pourrait être cyclique, qui serait lié à la redistribution de la chaîne d'approvisionnement mondial, parce que ça peut être ça aussi, une autre, on investit, mais peut-être ailleurs, peut-être même les Chinois, ils investissent ailleurs, donc du coup le net. Et ça, je ne pense pas que ça peut venir expliquer tout de suite maintenant, parce qu'en fait ça prend du temps, comme je disais. Ça, c'est des choses qu'on verra dans le temps se mettre en place. Peut-être ça a contribué partiellement, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Donc un nombre de différentes réponses, des bouts de réponses, mais peut-être rien de si abyssal que le premier chiffre le dit, mais quelque chose, donc effectivement, on a les yeux rivés dessus de manière structurelle, parce que ça change quand même. Et peut-être un autre point qui me vient aujourd'hui à dire, il y a aussi peut-être un changement. Pareil, ça devrait se voir structurellement dans le temps. On dit souvent que, d'abord, on est venu investir en Chine pour produire et envoyer chez nous. Aujourd'hui, on peut se dire que la taille de l'économie chinoise, le niveau où elle est arrivée, peut-être que c'est un changement à opérer. Peut-être qu'une entreprise aujourd'hui viendra investir en Chine pour la demande locale. Bon, aujourd'hui, elle n'y est pas. Mais structurellement, il y a peut-être un changement. Et donc ça, c'est moins d'investissement forcément, parce que ça reste sur place. Et c'est pour servir le marché local et pas revenir sur nos continents. Quand on regarde à l'inverse, les investissements directs menés par la Chine dans le reste du monde, Irina, là aussi, en regardant peut-être l'évolution sur plusieurs années, est-ce qu'il y a quelque chose d'un mouvement, effectivement, qui montrerait que la Chine, là aussi, n'investit plus forcément là où elle investissait beaucoup il y a 10 ans? Mais là encore, peut-être qu'aussi les sociétés chinoises, aujourd'hui, on leur a tiré quand même la sonnette d'alarme. L'administration chinoise a dit désormais, je veux une demande domestique élevée, je ne veux plus être que l'exportateur du monde, donc je veux la prospérité, la fameuse prospérité commune, etc. Donc en gros, on leur demande, en fait, on va favoriser la réglementation pour que leurs investissements soient plus visés vers la production locale pour répondre au consommateur final chinois et pas extérieur. Donc il y a peut-être ça aussi qui est en train de s'opérer, pas nécessairement qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ailleurs, pas nécessairement pour d'autres raisons, mais il y a peut-être quelque chose à faire et je pense que la réglementation viendra toujours épauler les investisseurs locaux. La crainte est qu'ils ne fassent pas du cercle, parce qu'ils font souvent ça. Il y a beaucoup d'allers-retours sur l'investissement, parce qu'en fait, par exemple, la Chine a des taxations favorables, etc., pour les investisseurs étrangers. Donc il y a plein de Chinois qui sont... Qui se disent, je vais sortir, je vais avoir une localisation ailleurs. Et puis un statut d'investisseur étranger. Mais c'est le même investissement. Donc, il y a beaucoup de doublons dans la comptabilité, donc un peu d'attention peut-être là-dessus. Qu'est-ce que Donald Trump à la Maison-Blanche apporterait, si je puis dire, à la relation Chine-États-Unis, sachant que Joe Biden, il faut le rappeler, l'administration démocrate, en tout cas, n'a enlevé en rien aucune des taxes et des tarifs qui avaient été mis en place sous l'administration Trump précédente. C'est vrai, je pense que oui, l'administration démocrate a bénéficié en fait de ce que l'administration précédente a mis en place. Elle a gardé quand même une relation plutôt correcte, sans tension supplémentaire. On s'est vu
au plus haut niveau. Exactement. Yellen, Blinken sont allés en Chine. Il y a quelques signaux un plusieurs petit fois. peu bon, je ne sais pas si c'est moindre tension, mais en tout cas, on a tenu un niveau, on n'a pas augmenté le niveau. Effectivement, donc ce que le marché craint le plus évident, c'est que si Trump venait à être réélu, on est reparti sur des nouvelles. Il dit mesures. 60%. 60%. Donc ça, 60% de tarifs supplémentaires sur tout le bien chinois. Voilà, donc ça dit un petit peu la crainte qu'on a. Bon, encore une fois, nous ne sommes pas là. Nos prévisionnistes sur l'économie américaine pensent que tous les sondages d'opinion sont trop tôt, sont pas valables aujourd'hui. Donc, bien sûr, on les regarde, évidemment, comme tout le monde. Voilà, mais laissons le temps faire. Voyons un peu comment l'économie américaine se portera. Et comment cela se traduira dans les urnes en faveur ou défaveur. Le 5 novembre prochain. Exactement. Oui, on n'a pas encore tous les paramètres pour essayer d'avoir une vision prospective fiable de ce qui pourrait être le résultat d'un match, d'une confrontation Biden-Trump. On en reparlera sans doute avec Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous dans quelques instants. Je voulais qu'on dise un mot de la Turquie aussi, peut-être, Irina, grand pays émergent, bien sûr, avec une valse des gouverneurs de la Banque centrale turque qui se poursuit, puisque je notais que Hafez Gaye Erkan est restée à peine 6 mois, je crois, comme présidente. C'était la première femme présidente de la Banque centrale turque. Lui succède donc Fatih Karahan, qui était déjà son député, qui est un ancien économiste de la Fed de New York. Qu'est-ce que ce changement nous dit de la stratégie de politique monétaire de la Turquie à ce stade? Oui. Alors, c'est peut-être pas la même valse que par le passé, c'est peut-être un tango, j'en sais rien. Je suis pas assez bonne en danse pour faire le parallèle, mais la valse dont tu fais allusion, c'est effectivement... C'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, vous dites, c'est surtout l'histoire qui nous a enseigné un peu à la dure que le président Erdogan, il se réveille assez souvent et il démet des fonctions le gouverneur de la Banque centrale en lui demandant de faire ce qu'il souhaite. Donc au départ, il donne un mandat, puis après il le retire, etc. Donc ça nous a habitués à ce qu'on appelle ça les U-turn, donc changement de politique économique complètement à 180 degrés. Donc un coup on monte les taux, après on les baisse, etc. Avec l'histoire que la remontée des taux causerait de l'inflation. Enfin bon, voilà. Oui, bien sûr. Le paradigme turc. Un orthodoxe. Voilà. Mais depuis les élections, effectivement, passées, donc au mois de mai dernier, la nouvelle équipe qui est arrivée, dont fait partie l'ancienne aujourd'hui directrice de la Banque centrale, a eu, en tout cas jusque-là, un très fort mandat qu'elle a mis en place pour monter les taux. De 8,5% à 45%. C'est plus que ce qu'on attendait. Donc ils ont surdélivré pour l'instant, même si l'économie turque, on pourrait faire plus. Mais bon, vu la situation, on se disait déjà, c'est pas mal. Alors, pour une fois, il semble que sa démission vient de son propre gré. Et la nomination dont tu fais allusion très bien est quand même valide un peu ce genre de... Il y a l'idée d'une continuité, là, vous dites, Irina. D'accord. Ouais, surtout, j'ai l'impression que dans les discussions un peu de marché, ce nouveau gouverneur semble bien plus hawkish qu'elle-même. Donc presque dans le bon sens, parce qu'elle est sortie pour des raisons personnelles. Il y avait des rumeurs, il y avait des attaques personnelles sur elle, sa famille. Il y avait des petites histoires là, qui montaient. Donc voilà, elle a décidé de mener ça de son front en dehors. Mais c'est pas une rupture du mandat que Erdogan a donné pour l'instant à sa Banque centrale. Non, il semble que non. Ce matin, on a eu l'inflation turque pas terrible, mais bon, on l'attendait pas terrible parce que bon, avec tout ce qui se passe en janvier, montée des salaires, etc. Voilà, donc on savait bien. Bon, ce QFD, voilà, on l'a. Et on a eu un premier commentaire de ce nouveau gouverneur qui dit ah non, on lâchera pas la bride avant que l'inflation baisse, alors que l'inflation accélère. Ils peuvent continuer de monter les taux. Il y a peut-être effectivement un risque qu'ils fassent plus. D'accord. Donc là, oui, fait une valse très différente des précédentes, comme vous dites. Et puis la Turquie qui pose désormais très différemment des autres pays émergents qui baissent leurs taux. Voilà. Oui, j'ai vu que sur 2 mois consécutifs, décembre et janvier, je crois qu'on a eu, quand on suit une cinquantaine de banques centrales dans le monde, plus de baisses de taux désormais que de hausses de taux. Et ces baisses de taux proviennent essentiellement des banques centrales émergentes. Il y a peut-être la Turquie et quelques pays frontiers qui ont des problèmes, mais sinon, la plupart des pays émergents baissent leurs taux aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup, Irina, pour cet éclairage. Chine, Turquie, qui sont 2 mastodontes, évidemment, dans la sphère émergente. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM.